Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, ça va être cette machine. Cette machine, c'est un Sinclair PC200. Euh, il est dans un état assez déplorable, on va le voir un petit peu après. C'est une machine que j'ai récupérée il y a à peu près, facilement 1 an et demi, directement en déchetterie. Parce que je ne sais pas si elle démarre, hein. Je ne l'ai pas vraiment allumée. Je pense qu'il y a des choses à faire, surtout quand on voit l'état du clavier et toutes les parties à l'intérieur de l'ordinateur qui sont quand même assez corrodées et pas franchement jolies. Également, comme vous pouvez voir, il manque une grande partie ici. Donc c'est une partie avec des... C'est une partie plastique qui est montée sur charnière. Juste avant d'attaquer sur cette machine, j'ai remarqué, grâce aux statistiques YouTube, que la plupart des gens qui me regardent ne sont pas abonnés. Donc si le contenu vous plaît, abonnez-vous. Allez, maintenant on attaque, on va faire le tour de cette machine. En face avant, vous avez un clavier, bon, qui est dans un état plutôt triste, on va dire. Sur le côté droit, vous allez retrouver un lecteur de disquette, c'est un 720 kg dans mes souvenirs, ainsi qu'une trappe qui permet de pouvoir avoir les cartes d'extension, parce qu'on peut mettre des cartes d'extension au format ISA dans cette machine. Justement, là on approche donc de la zone où on a toute l'électronique, la zone sur laquelle il est censé normalement avoir un capot en plastique, et vous pouvez voir juste au bout de cette zone qu'on a 2 ports ISA standard. À l'arrière de la machine, on va retrouver une prise d'alimentation pour pouvoir alimenter des modules externes, une prise pour un lecteur de disque, une prise qui est nommée TV. Cette prise-là servira à pouvoir envoyer l'image sur une télé, donc il y a un modulateur, hein, donc ça se branche directement sur l'antenne TV. Une prise pour une sortie vidéo, donc c'est un format encore une fois standard, c'est du CGA. Une prise parallèle, donc pareil, une prise parallèle complètement standard. Et une prise série, donc série ancien modèle, 25 broches. Et enfin, tout au bout, on retrouvera le câble d'alimentation. Si on passe du côté gauche de la machine, en premier sur le côté gauche, on va rencontrer le bouton Power, donc qui permet d'allumer la machine, ainsi qu'un bouton de volume pour pouvoir faire varier le volume du haut-parleur qui est intégré. Si on monte un peu, on aura les LED d'activité des lecteurs de disquettes et une LED d'indication que la machine est sous tension. Et enfin, on trouvera le trou percé pour permettre au haut-parleur d'émettre des sons. On peut remarquer que le design de cette machine ressemble quand même fort à des machines contemporaines telles que l'Atari ST par exemple. C'était des machines qui étaient très populaires en Europe et Sinclair, étant une marque anglaise, a voulu essayer de continuer dans ce style plutôt que de faire des grosses boîtes beige comme ce que faisait IBM. L'histoire nous apprendra que les grosses boîtes beige avaient quand même un grand intérêt qui est la possibilité de monter des extensions. La machine est architecturée autour d'une puce très connue, le 8086 de chez Intel, et possède normalement 512 kg de mémoire vive. On va maintenant pouvoir tester cette machine, voir si elle démarre, voir quelles sont ses pannes. Bon, par contre, pour faire ça, il va me falloir un moniteur qui devrait apparaître normalement juste là. Oh, un moniteur goupil. Allez, on va presser le bouton Power et on croise les doigts. L'écran s'est allumé, on a un please wait. Ça c'est intéressant, avec une barre de progression apparemment. Alors je regarde de l'autre côté parce que j'ai le retour vidéo de l'autre côté. D'accord, ça bip, on a un curseur et puis... plus rien. Ah oui, c'est... Ok, bon. Il y a de la vie, c'est pas mal. Maintenant, il faut trouver pourquoi ça marche pas. Alors, très souvent sur ces machines-là, il y a tout un tas de réglages qui sont faits directement sur la carte. Et si les réglages ont mal été faits, ben, ça peut donner ce genre de truc que je ne comprends pas. Donc je vais gratter un peu, je vais me renseigner. Je vois que ici en bas, il y a des réglages là, sur le SW101. Donc peut-être que c'est par là, dans cette zone-là, que ça déconne, ou peut-être que c'est une puce qui est mal enfoncée. Je vais essayer de voir quels sont les réglages normalement de la machine sortie d'usine, et on verra si on arrive à la faire démarrer. J'ai un petit peu farfouillé avec les réglages des interrupteurs DIP, et j'ai trouvé sur internet une photo de la carte mère de cette machine, de quelqu'un qui a une machine qui fonctionne parfaitement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement copié ces réglages. Moi, ce que j'avais à l'origine, c'était tous les interrupteurs en haut, quand vous avez le clavier face à vous. Et lui, son réglage, c'était les 3 premiers en bas et les 3 derniers en haut. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que j'ai fait le réglage. On va démarrer la machine, voir ce que ça donne. Hop. Ouh, toujours please wait, ok.
Ok, le curseur. Oh, please set date and time. Il nous demande d'insérer un disque. Bon, bah écoutez, j'ai une disquette avec MS-DOS 3, je crois. Donc on va voir ce que ça donne. Hop. Le disque est inséré, on va presser une touche. Le lecteur se met en marche. Ok. Ça a l'air de commencer à essayer de lire quelque chose. Waouh! Impressionnant. Ça fonctionne. Bon, bah, la machine, elle marche en fait, hein. C'était qu'un réglage. Alors j'espère que la personne qui a jeté cette machine ne l'a pas jetée parce que le réglage n'était pas bon. Parce que j'ai franchement mis une quinzaine de minutes à retrouver la photo sur internet, hein, c'était pas très long. Je suis content, on va pouvoir la refaire toute belle. Maintenant on va passer à l'étape du démontage. On commence le démontage, donc on retourne la machine, on va retirer les 3 vis et ensuite on va faire levier en bas au niveau du clavier pour enlever les 4 clips. Ensuite on vient débrancher le clavier via sa nappe et on enlève le tout. On s'attaque à la partie alimentation. On commence par démonter la carte en bas. Il y a quelques vis, dont des vis qui servent à tenir également le câble d'alim. On attaque ensuite le transformateur tenu par 4 vis, c'est très simple. Et au final, on retire tous les connecteurs. On retire le petit haut-parleur et on commence à démonter les vis qui tiennent la carte mère au châssis. Ensuite, on va s'attaquer au lecteur de disquette. Il est tenu par 2 vis. On démonte les 2 vis, on le retire. Et on termine de désolidariser la carte mère du châssis en retirant la dernière vis à l'arrière et en sortant la carte. On retire ensuite le blindage de la carte. C'était pas du tout nécessaire car elle est propre, mais bon. Dernière étape du démontage, on envoie enfin le bout, sortir le clavier de la partie supérieure en plastique. Ça y est, la machine est entièrement démontée. Honnêtement, la carte est vraiment loin d'être sale. Donc elle ne sera pas nettoyée, ça sert à rien. Je vais la garder telle quelle. Les blindages, on ne pourra pas vraiment plus les rattraper que ça, hein. Ils sont oxydés, hein. De toute façon, à un moment ou à un autre, ça doit finir comme ça. Par contre, j'ai des vis de remplacement et je les monterai au remontage. Le lecteur de disquette est propre et il n'y a pas besoin d'y toucher parce qu'il fonctionne. Le clavier, lui, va être intégralement démonté. Je vais enlever toutes les touches et je vais les passer aux ultrasons pour bien les nettoyer. Et enfin, la boîte en plastique, elle aura droit à un nettoyage classique. Donc avec du jet d'eau, une brosse pour bien frotter et un produit nettoyant. Le 5R PC200 est à présent entièrement, enfin presque, restauré. Il manque plusieurs choses. Premièrement, vous vous souvenez, il y avait des autocollants sur ce clavier-là qui se décollaient, hein, de par leur âge. Ce pas des autocollants que le propriétaire, enfin le précédent propriétaire, avait apposés. Ces autocollants-là, c'est des autocollants qui ont été posés d'origine lorsque les machines ont été importées en France. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai commandé cette planchette d'autocollants et que je vais les coller sur le clavier. Deuxième chose, mais ça ce sera pour une prochaine fois malheureusement, il va falloir que je refasse cette partie-là. Le collage que j'ai effectué à l'arrière semble tenir. Si jamais il ne tient pas, je viendrai ici renforcer avec un peu de résine et éventuellement une petite plaquette métallique.
On va pouvoir vérifier qu'il fonctionne toujours, hein, parce qu'il fonctionnait avant qu'on le démonte et qu'on le nettoie. Je vais utiliser toujours la même disquette que j'insère ici. Et on démarre. Bon bah ça a l'air d'avoir démarré. On va essayer de charger GW Basic. En tout cas là les stickers pour les touches de clavier ils sont plutôt pas mal. Hein. Ok. Voilà. Et on va appuyer sur F2 pour démarrer. Bon, bah ça répète, ça a l'air de fonctionner. Est-ce que j'ai fait des fautes? Non. Donc le clavier fonctionne, c'est plutôt sympa. Par contre, j'ai aucune idée sur comment couper l'exécution de ce programme. Je sais plus quelle est la touche, donc je vais éteindre la machine. Et nous sommes donc arrivés à la conclusion de notre épisode sur ce Sinclair PC200. J'espère que cela vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut et écrire un commentaire juste en dessous. On essaie de se retrouver très vite pour une prochaine vidéo.